On va maintenant découvrir ensemble l'histoire de Geneviève, une femme qui, elle aussi, a longtemps dissimulé aux autres son secret. Un secret inavouable, tellement inavouable qu'elle en a honte. Un silence étouffant auquel elle va se condamner et qui va l'entraîner dans un tunnel sans fin. Geneviève veut tellement préserver son secret qu'il aurait pu lui coûter la vie et lui faire perdre tout ce qu'elle aime. Le jour du mariage, j'avais vraiment un remords terrible. J'avais épousé un homme à qui je cachais la vérité, et la vérité est une vérité terriblement douloureuse en fait. Je prenais conscience de ce que j'avais fait, et surtout de cette trahison qui pourrait ruiner notre couple en fait. Cela aurait dû être le jour le plus heureux de la vie de Geneviève. Et pourtant, le poids du secret le lui interdit. Pourquoi? Quel faux pas? Quel est ce secret dont elle ne peut même pas parler à l'homme qu'elle aime? Elle vient d'épouser Martin, un pilote de ligne, qu'elle a rencontré 2 ans auparavant, comme dans un conte de fées. La première fois que j'ai vu Martin, lui, il était pilote et moi, j'étais hôtesse, donc sur le même avion qui partait à Hambourg. La première fois que j'ai vu Geneviève, à part durant le briefing, c'était pendant le vol, quand elle est venue me voir dans le cockpit et qu'elle m'a demandé ce que je voulais boire. C'était une jeune femme très belle, charmante et séductrice, on doit bien se l'avouer. Il m'attirait, je le trouvais déjà vraiment charmant, je le trouvais séduisant. Et c'était comme une révélation, je peux dire. Voilà. Après le vol, on s'est retrouvés par hasard tous les deux, parce que les autres étaient rentrés chez eux à la maison, à Hambourg, et nous, on était là tous les deux. Et on a été manger ensemble, et ça s'est très très bien passé, parce qu'on n'arrêtait pas de discuter, on abordait des sujets qui nous passionnaient tous les deux, et on se découvrait, on avait un peu envie de se découvrir, et on se posait des questions, et je voulais savoir ce qu'il avait fait, comment il avait volé, combien de temps, enfin bon, on était très curieux l'un de l'autre en fait. C'était ça qui était magnifique. Quand j'étais à table avec Geneviève et qu'on discutait, je me disais, elle est intéressante, charmante. Elle avait une grande culture générale, notamment dans le domaine de l'art qu'elle avait étudié. Et c'était vraiment impressionnant tout ce qu'elle me racontait. Je pense que sans m'en rendre compte, lors du dîner en tête-à-tête, j'étais déjà sous son charme. Parce qu'il était très doux, il était tendre, et puis il était toujours très prévoyant. Enfin, je me sentais très, très, très choyée, très gâtée. Et ça, c'est un truc qui me séduisait énormément. Pendant cette discussion, c'était un peu magique, on avait le sentiment qu'une sorte de relation amoureuse, était en train de naître. On avait envie d'en savoir plus l'un de l'autre. C'était évident. Ce soir-là, Martin Keller tombe amoureux de la belle hôtesse de l'air. Chacun repart de son côté, mais le commandant de bord n'a qu'une idée en tête, la retrouver. Quelques jours plus tard, il profite d'une escale à Francfort pour lui faire une surprise. Un soir, en sortant, il me semble apercevoir Martin. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis je regarde, et c'était Martin. C'était quelque chose d'extraordinaire, parce que jamais je pensais qu'il allait me faire une telle surprise. On a passé une très belle soirée à Heidelberg. Là-bas, après le dîner, je lui ai offert une rose. Et à cette occasion, je lui ai dit que je l'aimais et que je serais très heureux de l'avoir à mes côtés à l'avenir. Alors là, c'était fou. C'était fou parce que pour moi, c'était un monde qui s'ouvrait, c'était lui qui s'ouvrait, et j'étais au 7e ciel. Quelques jours plus tard, j'ai demandé à Geneviève si elle voulait bien habiter chez moi, parce que dans notre métier, on a très peu de jours de libre. Et du coup, chaque moment de libre est très précieux. Ce sont des moments qu'on ne voulait pas gaspiller en faisant des allers-retours dans nos appartements respectifs. Alors, on s'est dit pourquoi pas habiter ensemble.
Pour moi, c'est la preuve qu'il m'aime, c'est la preuve qu'il veut construire avec moi, c'est la preuve qu'on a un avenir ensemble. Alors je suis folle de joie parce que je me dis c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais pouvoir partager ma vie avec l'être que j'aime. Donc je lui dis oui tout de suite. J'ai été séduit, charmé par Geneviève, parce qu'elle était vraiment agréable. Elle était à la fois timide, un peu en retrait et assez complexée aussi. Elle avait besoin d'amour. Elle cherchait surtout de la stabilité, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Et c'était à moi qu'elle faisait confiance. Ça me rendait très heureux. Et en plus, on était très complémentaires. Geneviève et Martin filent le parfait amour depuis plus d'1 an. Leur mariage est prévu pour le mois de septembre. Mais contre toute attente, ce jour-là, Geneviève va avoir un comportement déroutant. Le 21 septembre 1991, c'était le grand jour. On avait invité les gens à Seligenstadt, chez nous, à la maison. Il y avait environ une trentaine d'invités et tout était prêt. Le matin du mariage, Geneviève était très nerveuse, très perturbée. Elle n'arrivait même pas à s'habiller. Elle essayait une robe, puis une autre, et puis finalement, elle en mettait une autre qui n'était pas du tout prévue. Mais on ne pouvait rien y faire. Elle me disait « Laisse-moi, ça va aller. S'il te plaît, laisse-moi faire. » Martin ne voyait pas que j'avais un malaise. Martin pensait simplement que j'étais peut-être très stressée, très angoissée, comme certaines femmes, le jour de leur mariage. Il n'avait pas compris que je portais quelque chose en moi de terrible. Il était très, très, très loin de s'en douter. On a été à l'état civil et ça s'est bien passé. Tout allait bien pour Geneviève, pour Martin et pour les invités. C'était festif, nous les avons félicités et puis on est rentré à la maison et la fête a commencé. On a bien mangé. Il y avait aussi des gens qui ont fait des discours, d'autres qui ont chanté ou qui ont fait des jeux. Tout était vraiment très sympa. Mais d'un coup, vers 21h, 21h30, Geneviève m'a dit « Je suis fatiguée, je m'en vais ». J'ai abandonné Martin, j'ai abandonné son sourire. Et puis je me suis dit, je me sentais trop coupable. Je ne pouvais plus rester comme ça, coupable, sans me cacher. Il fallait que je me cache, que je cache cette culpabilité. Tout le monde a un secret de famille. Tout le monde a un cadavre dans le placard, d'une manière ou d'une autre. Alors à 22h, je me suis dit, la meilleure des choses, c'est de te retirer. Et puis comme ça, personne ne s'en apercevra. Et puis toi, tu seras plus calme, tu pourras plus te retrouver, de ne pas montrer ce stress, cette angoisse. Puis je suis partie, j'ai dit au revoir à personne, je suis partie et voilà. Et je suis restée dans ma chambre, sans plus bouger. Le reste de la famille était bien entendu un petit peu étonné, mais personne n'a posé de questions. Tout le monde se disait « La pauvre, elle est fatiguée », et c'est vrai, c'était une longue journée. Je me disais après que quand le mariage serait passé, qu'on se retrouverait tous les deux calmes, je pensais que là, ce serait possible de remonter la pente, de lui dire la vérité et de m'en sortir. Je pensais que cette vie de couple et ce qu'il allait m'apporter pouvait me sortir de là. J'étais même persuadée qu'il me sortirait de là. Pendant les mois qui suivent, personne ne remarque le malaise intense qui ronge Geneviève, pas même son mari Martin. Jusqu'au jour où Geneviève se fait plus distante. Et pour cause, depuis quelques semaines, elle a fait une rencontre. Je rencontre mon voisin direct qui s'appelle Jürgen, qui est très sympa, et puis je passe beaucoup de temps avec lui en fait. Que Martin soit là d'ailleurs ou pas, je suis très très souvent chez lui.
Martin était très souvent en déplacement professionnel. Geneviève était très souvent seule, mais elle ne supportait pas la solitude. À partir de là, elle a pris l'habitude d'aller à droite, à gauche, et sa relation avec le voisin est devenue de plus en plus intime. Tous les deux se rendaient mutuellement visite quand Martin n'était pas là. C'était un très bel homme. Il avait des yeux bleus, super. Il avait une voix, mais franchement, une voix vraiment sensuelle. Ouais, c'est très, très sensuel. Et puis, je sais qu'il avait du succès auprès des femmes. Oui, il avait un charme fou. Et puis, il en jouait, si, ouais. Il était vraiment un type attirant. Mhm. Martin, il a commencé à se poser des questions et c'est devenu de plus en plus tendu, en fait. Ça a été un sujet tabou parce que Jürgen, c'est devenu un peu... c'est devenu une guerre entre nous. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu vas faire chez ce type? Il est trop banal. On ne peut pas parler avec lui. Il n'est pas de ton niveau. Qu'est-ce que tu vas chercher chez lui? Avec le temps, c'était de pire en pire. Les voisins s'y mettaient et n'arrêtaient pas de me raconter, de me parler des escapades de Geneviève. J'ai déjà essayé d'en parler avec lui, mais il a toujours été gêné, il a toujours fait un blocage. Il ne voulait pas la vérité. Ça fait mal, bien entendu, d'entendre toutes ces choses-là. Et puis, ça ronge de devoir faire face aux critiques. Tu te dis dans ta tête, j'ai confiance, mais est-ce que j'ai raison finalement? Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Sa façon de se comporter, c'était de s'accrocher à n'importe quel homme. Un jour, un chauffeur de taxi m'a demandé ce qu'elle faisait. Parce qu'une fois, elle est montée dans son taxi en lui disant « Fais-moi l'amour, fais-moi l'amour ». Et malheureusement, elle ne faisait pas ça qu'avec les chauffeurs de taxi. En fait, j'étais devenue un peu le sujet de discussion du village parce que tout le monde me voyait aller chez Jürgen. Alors bien sûr, ça jasait parce que tout le monde disait « Ben voilà, elle a une relation avec le voisin ». Jürgen, c'était un alibi, en fait. C'était le moyen de continuer à vivre et de préserver mon secret. Mais l'étrange comportement de Geneviève ne va pas s'arrêter là. En effet, lors des nombreuses fêtes de famille où ils sont invités, Geneviève a des comportements troubles et provoque la stupéfaction de sa belle famille. Des comportements étranges qui vont jeter un nouveau malaise dans la vie de Geneviève et Martin. Alors tous les 6 mois, il y avait les fêtes de famille. Et puis pour moi, c'était un peu une occasion de me défouler. Je me réjouissais parce que bon, c'était toujours très gai, on s'amusait. Et puis je mettais une sacrée ambiance, je dansais, je faisais danser les autres. Pendant les fêtes de famille, Geneviève aimait bien être au centre de toutes les attentions. Elle aimait bien flirter avec mes frères, avec mon mari ou encore avec le beau-frère de ma sœur parfois. Elle aimait s'asseoir sur leurs genoux et d'ailleurs les hommes aimaient bien ça. C'était en quelque sorte un jeu. Moi, j'étais pas jalouse et mon mari non plus. Il n'était pas jaloux, il était plutôt d'accord. Mon mari, c'est quelqu'un de calme, qui ne drague pas les femmes. Alors, quand Geneviève s'est mise sur ses genoux, il s'est senti flatté qu'elle ait choisi pour le séduire. Et pour lui, c'était vraiment plus un jeu. Avec le temps, j'ai commencé naturellement à avoir des doutes. Une femme normale ne se comporte pas ainsi. C'était surtout les changements d'humeur et de personnalité qui m'inquiétaient. Quand on était à la maison, elle était presque timide, gentille. Et d'un coup, dès qu'il y avait du monde et qu'elle ne connaissait pas les gens, elle était quelqu'un d'autre. J'avais honte surtout après, quand on se couchait le soir. Après, quand la fête était finie, puis que je me retrouvais là dans mon lit, j'arrivais pas à dormir et j'avais honte. J'étais dévorée par la honte. Parce que Martin, je le ridiculisais, c'est clair, je le ridiculisais. Je flirtais avec ses frères et ses beaux-frères.
On pouvait croire qu'elle était maniaco-dépressive ou un truc comme ça. Et ça se voyait que, psychologiquement, elle était déséquilibrée. À mon avis, Geneviève avait des problèmes psychologiques. Oui, parce que certains jours, elle était plutôt joyeuse et d'autres jours, elle était dépressive. Et parfois, elle était même un peu introvertie. Entre mes fréquentations avec le voisin et les scandales que je faisais dans les fêtes de famille, je pensais que j'allais le perdre. C'était trop gros, c'était incroyable de penser que lui allait rester alors que je le provoquais avec un comportement des plus odieux. Malgré les provocations grossières et incessantes de Geneviève, Martin reste à ses côtés. Il entend les appels au secours de sa femme, mais il en ignore toujours la cause. C'est presque par hasard qu'il va découvrir la vérité. Nous sommes en 1999. Martin, en fait, était en vol à ce moment-là. Puis il a reçu un coup de téléphone de son chef qui lui a demandé d'urgence d'interrompre son travail. Je me souviens, on m'a dit « Vous devriez aller à Hambourg. Votre femme est là-bas, elle est à l'hôpital. » Et sur place, un médecin m'a dit « Monsieur Keller, votre femme est alcoolique. » En fait, le médecin qu'il a vu à Hambourg, il lui a dit la vérité. Il lui a dit « Votre femme, ça fait des années qu'elle boit. Votre femme est gravement atteinte d'alcoolisme. Et si elle ne se soigne pas, elle va crever. » J'étais choqué, mais en même temps, j'étais soulagé de savoir enfin ce qu'elle avait. Là, c'est plus possible pour Martin de se voiler la face. Il est vraiment mis en face de la réalité. Bien évidemment, avec le recul, ça devenait évident que toutes ces situations bizarres avaient un sens. Après coup, je comprenais l'histoire avec Jürgen. Je comprenais pourquoi elle y allait si souvent, pourquoi elle allait toujours chez lui. C'est simplement parce que là-bas, elle avait accès à l'alcool. Là-bas, elle pouvait se servir sans problème, sans que je me rende compte surtout. Il n'allait pas bien. Cela m'a fait de la peine parce que Martin ne voulait absolument pas voir ni entendre ce qui se passait réellement. Je pense qu'à cette époque, il était dans le déni. Docteur Benyamina, bonsoir. Vous êtes addictologue et psychiatre à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Même quand les indices se multiplient, que Geneviève envoie des signaux, son mari et son entourage ne voient rien. Comment peut-on expliquer cela ? On a tendance à dire, c'est un terme qui est galvaudé mais qui dit beaucoup de choses, il y a un déni partagé. Il y a le déni de l'alcoolisme de la personne qui consomme, qui a toujours l'illusion de contrôler et qui renouvelle tous les jours son expérience de l'alcool. Puis à un moment donné, elle perd le contrôle de l'alcool. Et puis il y a le déni de la personne ou des personnes face à soi qui ne peuvent à aucun moment imaginer qu'on est déjà dans la problématique liée à l'alcool. Mais ça veut donc dire qu'on peut parler de complicité autant que de déni ? Le mari est-il complice de cela ? C'est une complicité inconsciente. C'est une complicité qui à la fois protège la personne qui regarde et en même temps protège l'inquiétude du pathologique. Finalement, on a le sentiment que le couple tient avec un nouvel ingrédient qui s'est insinué dans la vie du couple qu'on appelle l'alcool. Si on retire cet ingrédient, on risque de faire tomber quelque chose. On voit au début du film que Geneviève parle de son mariage. On a le sentiment qu'elle se berce d'illusions, qu'elle pense que ce mariage va pouvoir la sauver, la libérer. Mais vous savez que quand on a une problématique avec les addictions, avec l'alcool a fortiori, il y a une espèce d'ambivalence. J'ai autant envie d'arrêter que de poursuivre ma consommation d'alcool. Et donc la première des erreurs, c'est de penser que les personnes sont prêtes à arrêter. Et que c'est une question de volonté. Non, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas la volonté qui fait arrêter les gens. C'est la motivation, c'est-à-dire le fait d'avoir un motif précis. Perdre son boulot, perdre son conjoint, perdre... sa propre vie aussi. Sa propre vie. On a du mal à croire que c'est possible de cacher son jeu si longtemps. C'est compliqué, mais croyez-moi, lorsqu'on a affaire à une problématique alcool, il y a des stratégies qui se mettent en place qui font qu'on est capable de boire un alcool sans odeur, on est capable de trouver des cachettes à la maison, au boulot,
l'imagination peut devenir très très fertile et très importante pour pouvoir éviter d'être privé d'un produit qui finalement devient extrêmement important pour fonctionner au quotidien. Des doutes, si certains membres de l'entourage ou de la famille ont pu en avoir, personne n'avait réellement diagnostiqué l'alcoolisme de Geneviève. Pour Martin, qui vivait avec elle au jour le jour, le choc est encore plus rude. Pourtant, de nombreux indices auraient dû l'alerter, des indices semés depuis longtemps par Geneviève, comme ce jour où elle attend Martin à Hambourg, dans une chambre d'hôtel. Un jour, j'ai rejoint Martin à Hambourg, je voulais lui faire une surprise. Et puis je suis allée dans sa chambre d'hôtel et j'ai défait mes affaires dans la salle de bain. Et puis j'étais très fatiguée et je me suis endormie sur le lit. Et j'ai même pas remarqué que Martin était déjà arrivé et qu'il est allé dans la salle de bain. Et là, il est tombé sur un objet qui était très compromettant. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai vu sa trousse de toilette. Au milieu de tous les ustensiles, il y avait une bouteille de whisky. J'ai trouvé ça bizarre, bien évidemment. Que faisait ce truc là-dedans? Alors, je suis retourné dans la chambre et là, je lui ai dit « Geneviève, pourquoi tu caches une bouteille de whisky dans ta trousse de toilette? Explique-moi !» Alors moi, j'ai trouvé absolument tous les prétextes. Je lui disais que c'était pour m'endormir, que j'avais juste envie de boire un petit verre comme tout le monde. Et vraiment, j'ai fait n'importe quoi pour qu'ils comprennent que ça n'avait aucune importance. Très franchement, j'étais irrité. J'étais sous le choc. Je ne voulais pas y croire. Parce que seuls les alcooliques cachent les bouteilles. Pourquoi sinon? Pour moi, quand il a découvert cette bouteille, c'était la preuve que je buvais. Et pour lui, c'était évident. Je pense qu'il n'avait plus l'ombre d'un doute. Mais que la vérité était tellement grave et tellement dure qu'il n'était pas prêt à accepter ça. Il ne pouvait pas penser que sa femme, la femme qu'il aimait, le trahissait avec l'alcool. Martin est déstabilisé par cette découverte, mais il refuse de s'avouer la vérité. Alors, à nouveau, comme des cris de détresse, Geneviève enchaîne les provocations, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Sur ce vol, elle a commencé à tout faire bien comme il faut, comme à son habitude. Et d'un coup, elle a disparu. Je l'ai cherchée un peu partout et j'ai ouvert les toilettes. Elle était assise et elle n'était plus maquillée et soignée comme elle l'était d'habitude. Et il m'a dit « Geneviève, tu as bu, tu ne peux pas voler comme ça. Tu es complètement à côté de la plaque. » Alors moi, je me suis énervée parce que je lui ai dit « mais c'est pas vrai, de toute façon, je trouve que j'ai tout à fait le droit de voler. » Et j'ai complètement nié, bien sûr, le fait que j'avais bu toute la nuit. Alors il me met en première classe, un peu à l'abri des regards des passagers. Et là, vraiment, je le prends très très mal. Je me sens terriblement humiliée, surtout par rapport aux autres membres de l'équipage. Je me dis « mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Il me dit à ce moment-là qu'il fallait que je me repose, que j'essaye d'être en forme demain et qu'on pourrait réparer cet incident. Je l'ai protégée parce qu'elle est très sympa et qu'elle n'est pas seulement une collègue de travail. C'était aussi une très très bonne amie. Donc il m'a laissé cette chance de pouvoir me remettre dans mon état normal, de poursuivre ma profession, parce qu'il pensait aussi que c'était une façon de m'en sortir. Parce que si je perdais mon travail, bien sûr, ça allait empirer mon état. À ce moment-là, Dieter s'était rendu complice de mon secret en le taisant et en n'en parlant à personne. On pourrait penser qu'il est impossible de cacher à ce point ce lourd secret qu'est l'alcoolisme. Alors, comment Geneviève a-t-elle pu dissimuler aussi longtemps son secret? Comment a-t-elle pu tromper ceux qui l'entourent? Quel stratagème avait-elle échafaudé pour aussi bien cacher son jeu en permanence? En fait, ce qui m'a permis de cacher si longtemps mon alcoolisme à Martin, c'était le fait qu'on était très très souvent séparés. J'arrivais à dissimuler des bouteilles partout. Il ne savait même pas. Il y en avait dans la salle de bain, il y en avait dans le garage, il y en avait dans la cave. Et chaque fois, je trouvais des nouvelles cachettes. Donc, il ne pouvait pas se rendre compte que je buvais tellement.
J'étais très organisée. D'abord, je faisais très attention à mon haleine parce que c'était la première façon de se faire repérer, c'était de sentir l'alcool. Donc c'est pour ça d'abord que je buvais de la vodka qui ne donne pas d'haleine. Puis après, j'essayais vraiment de doser. C'était pas n'importe comment. Je savais qu'il y avait des limites parce que sinon j'allais tomber. Donc tout ça, c'était vraiment calculé. C'était très ordonné, c'était bien caché, c'était bien calculé et je tenais le coup. Je pense qu'elle se cachait derrière son uniforme. Dans l'uniforme, elle passait inaperçue. J'ai volé avec elle, je n'ai rien remarqué, elle a fait son travail comme tout le monde, elle était même marrante, de bonne humeur, mais je n'ai rien remarqué. C'était une collègue comme n'importe laquelle qui a fait son travail comme il le fallait. Il n'y avait rien à lui reprocher. J'arrivais à mentir, j'arrivais à manipuler les gens, mais vraiment avec un talent que je ne soupçonnais pas. Et ça me paraissait même facile de le faire. J'ai commencé à inventer des trucs absolument dingues. Je savais plus quoi dire. Alors il y avait des moments où je faisais mourir mes parents. Voilà, alors je faisais mourir une fois mon père, une fois ma mère. Et après, je m'inventais des maladies. Alors au début, c'était la fièvre, l'angine, parce que j'avais les yeux qui brillaient, tout ça. Et puis alors peu à peu, ça a pris des proportions dingues. Et j'ai même été jusqu'à raconter que j'avais un cancer généralisé. Nous sommes alors en décembre 2002. Geneviève fait un constat dramatique. Recluse dans son secret pendant plus de 10 ans, elle a quasiment tout détruit. Sa santé, sa vie professionnelle, ses proches, mais aussi son couple. Alors, si elle veut survivre et se reconstruire, elle doit maintenant se battre, affronter sa maladie, combattre son alcoolisme. En fait, il y a une date très importante dans ma vie. C'est le 3 décembre 2002. C'est la date où j'ai arrêté de boire. En fait, j'ai rencontré un médecin qui était très dur, très autoritaire. Il m'a vue. Et il m'a dit, si vous continuez à boire, vous êtes foutus. Alors, vous faites ce que je vous dis de faire, mais maintenant, tout de suite. Je ne vous laisse pas le choix. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez qu'à prendre la porte. Et ça a été la rencontre qui m'a sauvée. Il y a eu 13 cures de sevrage et 2 cures de désintoxication. Et ça a été une énorme souffrance. Vraiment, c'était une souffrance presque inhumaine. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de passer par là. Il n'y avait pas d'autre solution à l'époque. Mais j'ai cru vraiment que j'allais me suicider, que j'allais me jeter par une fenêtre. On était coupés du monde, j'avais même pas le droit de voir Martin. Et c'était vraiment l'enfer sur terre. Un jour, c'est devenu trop difficile pour moi. Je me disais, j'ai vraiment besoin de prendre l'air. J'avais conscience que ça ne pouvait pas continuer ainsi, parce que je me serais détruit sans cela. Alors un jour, je lui ai dit, je demande le divorce. Et puis, elle m'a promis qu'elle allait arrêter. J'ai réfléchi, et je lui ai accordé une deuxième chance. Ich versuch's nochmal. Là, ça fait 9 ans que j'ai arrêté de boire. Et non seulement je suis heureuse, mais j'en suis aussi très fière. Heureusement que j'ai été patient avec Geneviève, que je ne l'ai pas quittée, parce que je sais aujourd'hui que j'ai de la chance d'être avec elle. On est très unis, on est très complices. Et le fait d'avoir surmonté une telle épreuve, je pense que ça unit plus que toute autre chose. On a des tas de souvenirs, même s'ils sont malheureux. Ils sont beaux, parce qu'on a réussi à surmonter le malheur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et de nous apporter votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Geneviève, on le sait, vous avez bu, vous avez été alcoolique. Pourquoi et comment vous avez commencé à boire? À quel âge? J'ai commencé à 18 ans. En fait, ça a été une soirée entre amis et j'ai eu droit à un verre de vin parce que j'avais réussi mon bac. Et puis,
Mes parents ne regardaient pas tellement et je crois que j'en ai consommé bien plus d'un. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je venais de rencontrer un ami formidable, un ami qui me décoinçait. Je commençais à parler, moi qui étais une nature extrêmement timide. Je commençais vraiment à pouvoir m'exprimer et ça c'était formidable de pouvoir s'exprimer parce que j'avais l'impression que j'avais énormément de choses à dire. Donc c'était une révélation, quoi. C'était le don du ciel. À partir de quand vous avez éprouvé le besoin de cacher que vous buviez? On commence à cacher l'alcool lorsqu'on boit tout seul. Et d'ailleurs, lorsqu'on boit tout seul, c'est là que le problème apparaît. Et j'avais un bistrot en face de chez moi. Et avant d'aller au travail, j'avais mes 3 bières et mes 2 croissants. Ça, c'était tous les matins. Un vrai besoin. Impossible de passer à côté. Absolument impossible, puisque je tremblais et que j'étais dans un état nerveux absolument épouvantable et que j'étais dépressive à partir du moment où je n'avais plus l'apport de l'alcool. Donc on vit dans une panique, on a des angoisses indescriptibles parce que je dis bien et je précise toujours que les mots ne sont pas dans un dictionnaire pour ce que j'ai ressenti et ces angoisses sont absolument invivables, inhumaines et on n'a pas d'autre choix que de boire. Si je n'ai plus cet alcool, je me sentirais pas bien. Si je n'ai plus cet alcool, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, c'est très simple. Et ça a été pendant 25 ans vraiment ma devise. La vie sans alcool, autant se jeter par la fenêtre parce que ça ne vaut pas la peine. Même avec l'amour de votre mari, l'amour de vos proches? Plus rien ne compte, on s'en fout de l'amour. On s'en fout de tout, je veux dire. C'est pour ça qu'on verra même des femmes qui ont des enfants, qui vont donner ces enfants à des familles d'adoption sans souffrir, puisqu'on ne souffre que d'une chose, c'est du manque. Et c'est ça qui est terrible dans l'alcool, c'est de perdre tout ce qui est sentiment, tout ce qui est humanité, tout ça c'est perdu. Et c'est ça qui est affolant. C'est le plus affolant, oui. Ça vous servait à quoi de garder le secret? Cela vous préservait des autres? Ah, bien sûr. Le regard des autres? Bien sûr. Alors ça, c'était extrêmement important parce que moi, ce que je voulais avant tout dans l'alcoolisme, c'était continuer à fonctionner. Et ça, je crois que c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner? C'est donner aux autres une image d'une femme, entre guillemets, normale. Alors fonctionner primo dans mon travail, c'est-à-dire que j'avais comme obsession de perdre mon travail, bien sûr. Donc hôtesse au sol, puis après hôtesse de l'air? Oui, et donc c'était à tout prix, je voulais garder mon emploi, comme chaque personne, je dirais, et c'était aussi de pouvoir dire autour de moi, oui, je suis quelqu'un de tout à fait normal, j'ai un métier, je vis normalement, je travaille normalement, parce que c'est sûr, on n'a pas du tout l'envie de se confier sur ce thème-là. Et il n'est pas question pour moi de laisser passer le moindre indice qui soulignerait mon alcoolisme. Aujourd'hui, vous n'avez pas de rechute, vous n'avez plus de rechute. Vous en avez fini avec l'alcool, Geneviève? On n'en a jamais fini avec l'alcool. Hein. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais espérer. Je me rends une fois par mois chez mon thérapeute pour ne jamais oublier. Mais je suis très éloignée de l'alcool. Ça veut dire que ma vie n'est pas une vie d'ex-alcoolique. Ma vie, c'est une vie où l'alcool n'a plus aucune importance. Cette euphorie, en fait, pour laquelle on ruine notre vie, puisqu'on court après l'euphorie, eh bien, cette euphorie, ça fait 9 ans maintenant que je l'ai sans alcool. Et c'est ça que j'essaye de crier. Elle est là, l'euphorie. C'est un sentiment qui est tellement fort en moi que j'ai besoin de le crier à la télévision aussi, de dire « arrêtez vos bêtises et vous allez vivre comme moi ». Et c'est ça voilà, c'est ça le plus important dans tout ça. Merci beaucoup Geneviève d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Geneviève a réussi aujourd'hui à se libérer du secret qui la hantait. Un secret tellement inavouable qu'il l'a longtemps condamnée à l'autodestruction. Aujourd'hui, Geneviève est sortie de l'enfer de l'alcool, sa vie n'est plus en danger. Et elle peut enfin parler sans honte de sa souffrance. Une victoire sur elle-même. Geneviève est aujourd'hui libérée, elle est une femme heureuse.